on va développer des super bons traitements pour soulager, mais d'aller vraiment chercher le problème à la source, malheureusement, des fois, c'est ça qui manque, puis c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans mon cheminement en médecine fonctionnelle. Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Dr Catherine Bouchard, qui est médecin dans la région de Québec. C'est une super discussion. Elle nous parle de l'évolution de sa pratique de la médecine vers une approche intégrative. On couvre également une panoplie de sujets comme les bons vieux piliers de la santé et l'importance de la connexion. On vous parle de génétique, de restrictions thérapeutiques en glucides et une panoplie d'autres sujets hyper intéressants. Donc, bonne écoute. Alright, bienvenue à Max Wellness. Je suis ici aujourd'hui avec Dr Catherine Bouchard. Je suis honoré de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis super content en fait. Là. Ça faisait plusieurs mois en fait qu'on en parlait. Puis bon, avec nos horaires chargés mutuels, on a réussi à se trouver une petite plage. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Là. Je suis certain que ça va être une super belle discussion. Merci pour l'invitation, c'est vraiment super apprécié. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Puis écoute, d'entrée de jeu, justement, là, si tu pouvais te présenter un petit peu aux gens qui ne te connaissent pas à la maison, dans le fond, tu es médecin de famille, tu as travaillé aussi à l'urgence, soins palliatifs. Donc, si jamais tu peux si tu pouvais nous décrire un petit peu là, ta pratique actuelle, ça ressemble à quoi? On Absolument. s'est beaucoup rencontrés dans un cadre de santé intégrative et tout, si tu peux nous en parler. Puis aussi, qu'est-ce qui t'a amené un peu là, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Mais écoute, je peux commencer par où j'en suis aujourd'hui, Ouais, puis après ça, si tu veux, on peut faire un petit retour en arrière, puis super. t'expliquer un peu mon cheminement, puis ça, tu sais, pour compléter, là, mais grosso modo, effectivement, je suis médecin de famille. Actuellement, je travaille à Québec, à la clinique médicale de Sillery, où ça, c'est le gros de ma pratique, là, où je fais de la prise en charge, qu'on appelle, hein, je prends, dans le fond, j'ai des patients qui me consultent pour leur gestion de leur santé en général, avec clientèle assez variée, de tous âges, mais grosso modo, beaucoup des patients avec des conditions chroniques, un peu clientèle un peu plus âgée aussi. Je travaille aussi aux soins palliatifs à Québec. Il y a une maison de soins palliatifs qui s'appelle la Maison Michel Sarrazin. Fait que c'est mon travail actuellement. Jusqu'à tout récemment, je travaillais à la clinique 180, qui est une clinique multidisciplinaire en approche pour les enfants, en fait. Hein. C'est une clinique pédiatrique pour les enfants qui ont des problèmes de santé métabolique comme l'obésité, la stéatose hépatique, le diabète, l'hypertension, en fait, des enfants qui ont des maladies d'adultes. Et malheureusement, la clinique, jusqu'à tout récemment, parce que la clinique a dû fermer par manque de financement. Tout récemment aussi, je travaillais avec la clinique Reversa, qui est une clinique de renversement des maladies métaboliques par les approches nutritionnelles. Fait que ça, c'est mon travail actuel. Puis, comme tu disais, ben effectivement, moi, j'ai gradué de l'Université de Montréal en 2008. Puis, j'ai eu une pratique assez diversifiée là, quand j'ai terminé ma formation. J'avais un peu le vent dans les voiles. Je voulais comme appliquer ce que j'avais appris. Fait que je suis allée, j'ai commencé ma pratique dans un programme qu'on appelle le dépannage. Dans le fond, j'allais dépanner dans les urgences. Fait que début de pratique, là, vraiment soins aigus. Je travaillais beaucoup avec justement les maladies aiguës, là, traumatisme, infection, puis un petit peu de maladies chroniques, là, mais grosso modo, je me suis promenée un petit peu dans la région de Québec, dans la province, en fait, de Québec, pour faire de l'urgence. Fait que où il manquait des médecins, ben il y avait une liste, puis nous autres, on s'inscrivait, puis j'allais travailler un petit peu partout à ce niveau-là. Puis dans mon chemin de carrière, ben finalement, je suis allée travailler en Abitibi, à Val-d'Or, à l'urgence. Hmm. Puis c'est là que je me suis installée pour quelques années. Fait que ça a été un super beau début de pratique. Tu sais, l'urgence, c'est motivant. On règle plein de problèmes. On applique des algorithmes, ça va bien. Puis dans le décours là-bas, j'ai recommencé à faire un petit peu de soins palliatifs puis de soins chroniques. Puis la vie a ramené la famille à Québec. Je suis native de Québec. Puis je suis arrivée un peu avec la même motivation que j'avais à me dire, ben garde, je fais plus d'urgence pour des raisons d'horaire et de famille. Et je me lance dans une pratique au bureau. Dans le fond, je prends une grosse patientèle avec plein de patients, puis plein de maladies chroniques, puis on fait la même affaire qu'à l'urgence. Là, on applique des algorithmes, puis tout le monde va bien aller. Et c'est là que, dans mon cheminement, ben, j'ai un peu frappé un mur, là, finalement, à me rendre compte que, tu sais, arriver à appliquer des algorithmes, puis à soigner tout le monde, puis à prescrire la médication, ben
je me retrouvais à avoir des patients qui, oui, leurs paramètres allaient mieux, mais est-ce qu'ils étaient en meilleure santé? Je sais pas. C'est là que j'ai commencé à changer un peu ma vision de la médecine, de la santé, à me rendre compte que les maladies chroniques et les maladies aiguës, c'est pas la même chose. Hein, les maladies chroniques, on parle de diabète, d'hypertension, maladies cardiovasculaires, hein, des choses qui nous suivent longtemps. Et avec une vision comme celle que j'avais appris, puis celle que j'appliquais, ben, je voyais mes patients pas nécessairement avec plus de santé, de vitalité. Ils venaient avec des effets secondaires. On ajustait de la pharmacothérapie. Puis pour moi, ça a été vraiment un point tournant dans ma carrière de me dire, un peu là, ça marche pas ce que je fais. Il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que autant que je peux être bien motivée à le faire, autant je vois pas tant les résultats que je pensais qu'ils arriveraient, là. Écoute, je peux vraiment voir, puis tu l'as bien nommé, hein, le volet, tu sais, en médecine d'urgence, t'es go, 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 t'arrives avec des algorithmes, pow, tu sais, c'est peut-être non seulement très gratifiant, satisfaisant, puis un peu, t'as le volet de l'adrénaline, puis de remplir un besoin urgent, etc. Exact. Mais dans des contextes un peu plus de maladies chroniques qui se sont développées sur un certain temps, le volet de sur-papier, c'est ça que tu as dit, en fait, sur papier, leurs paramètres étaient mieux, mais étaient-ils vraiment plus en santé, radieux ou autre, ce qui nous amène un petit peu peut-être même à la définition de c'est quoi la santé, tu sais, versus est-ce que c'est juste un paramètre sur papier dans un range, quote unquote, de tel paramètre, ou est-ce que c'est un petit peu plus grand que ça et un peu plus large que ça également, là? Absolument, il y a plusieurs modèles hein, de la santé. Puis, Ouais. tu sais, dans le modèle médical, là, c'est un bon modèle. C'est celui que, tu sais, j'ai appris pendant toutes mes années de pratique, là, puis c'est celui que beaucoup des gens ont. Mais le modèle de la santé qu'on appelle le modèle médical, c'est, ben, quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est un peu s'il y a quelque chose de brisé, il faut le réparer. Hein? Tu sais, si, Mhm. tu sais, j'ai un bras cassé, ben effectivement, on va vouloir qu'il se répare, là, ou on va le réparer avec des plâtres, des chirurgies, des choses comme ça. Mais donc, si j'ai un problème, mettons, avec mon pancréas qui sécrète pas bien de l'insuline ou tu sais avec peu importe là, avec ma glycémie qui est trop élevée, ben on va le réparer, on va descendre la glycémie. Puis fait que ça c'est le modèle médical. Quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est brisé, on doit le réparer. Mais on sait maintenant qu'il y a d'autres modèles de santé, hein, il y a des modèles qui sont plus holistiques ou puis ça de plus en plus on en parle hein, où on va considérer aussi pas juste la santé physique, mais on va considérer aussi la santé psychologique, tu sais tout l'aspect spirituel. Fait quoi d'être en santé puis, il y a un modèle qui est plus un modèle de bien-être, de wellness. On peut être aussi en santé même si on est malade. Je sais pas si tu comprends un peu le Oui, principe. C'est que la 100%. santé, c'est un chemin, c'est pas une destination. On n'est pas en santé, puis hier, on l'était plus, puis là, maintenant, on l'est, puis demain, ça se peut qu'on le soit plus. La santé, c'est un chemin sur lequel on doit marcher à tous les jours, puis faire des actions, puis on peut quand même être en santé, même si on est malade. Et ça, c'est un modèle qui se développe, puis chacun peut avoir sa perception, ça, c'est bien correct. Mais on se rend compte que, tu sais, définitivement, il faut voir, je crois, les choses un petit peu plus larges pour pouvoir vraiment savoir c'est quoi la santé puis comment essayer de l'atteindre finalement. C'est vraiment bien dit. Tu sais, c'est pas juste justement je suis pas malade ou je suis malade, l'absence de maladie ou tu me disais tu sais, justement d'infirmité ou de quelque chose qui fonctionne pas un peu. Je crois que la médecine est très, très bonne là-dedans. Tu sais, le volet de médecine d'urgence, un petit peu problème-solution, un peu, tu sais, avec les guerres mondiales et compagnie, qui a été comme vraiment, OK, il faut qu'on règle le problème maintenant, Oui, ça presse, puis boum. Puis je crois qu'il y a beaucoup de percées qui ont été faites, puis c'est fascinant même, en fait, absolument. toute l'évolution de la médecine à ce niveau-là. Mais quand on regarde justement des trucs qui se trament sur des années souvent, et j'aime aussi ton volet de la définition de la santé qui va varier même d'individu en individu, tu sais. Exact. Puis que c'est une sommation de plusieurs sphères. Il y a la sphère physique, il y a la sphère métabolique, si on l'amène là, la sphère émotionnelle, spirituelle. Est-ce que la personne se sent comblée dans sa vie? Puis sont où les définitions qui fait que ces cases-là vont être cochées pour cet individu-là? La mienne ne sera pas nécessairement la même que la tienne et trois petits points, là, si on prend autant d'individus que de définitions possibles. Puis à partir de là, justement, qu'est-ce qui a été un petit peu les shifts dans ta pratique que tu as fait comme, OK, là, ça, je me vois de changer ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont influencé ou des cours ou des trucs qui ont été des pierres angulaires, là, justement, dans ta pratique vers celle que tu as actuellement? Absolument. Fait que ça, à ce moment-là, quand je me suis dit, ah,
Tu sais, honnêtement, j'ai eu comme une espèce de mur professionnel où je me dis, ah, j'ai fait tout ce temps-là pour arriver à ça. Tu sais, c'est pas ça que je m'attendais en devenant docteur, là. Puis, tu sais, la vie étant bien faite, j'ai découvert plein de petites choses en même temps, dont je dirais deux parallèles, et puis en fait, qui se recoupent, là. Soit la médecine fonctionnelle, hein, on a des super docteurs au Québec, là, docteur Gaétan Brouillard, qui a écrit des livres, là, la santé repensée, on peut voir la santé autrement. J'ai commencé un cheminement en médecine fonctionnelle où je me disais, mon Dieu, tu sais, il y a beaucoup de maladies que j'avais, oui, je l'avais appris partiellement, mais je savais pas vraiment euh, à quel point c'était important de revenir au niveau de la cause fondamentale de la maladie, parce que la médecine fonctionnelle, c'est la médecine des causes fondamentales, hein, de ce qui va être à la source d'une problématique qui va se développer. Puis, donc, dans les maladies chroniques, souvent, on va traiter ce qui va arriver comme symptômes, on va soulager les symptômes, mais qu'est-ce qui est à la source de ça? Fait que ça a été des découvertes vraiment fascinantes. Là, j'ai fait mon cheminement avec l'Institut de médecine fonctionnelle, le IFM, l'Institute for Functional Medicine, puis à me rendre compte que, wow, tout ce que je savais, ben non seulement il y a une cause en arrière de ça, mais que souvent les causes sont uniques pour plusieurs maladies, hein, tout ce qui est tableau métabolique. Tu sais, souvent, il va y avoir des causes qui vont être en lien avec comme par exemple la résistance à l'insuline, qui est un problème de sursécrétion d'insuline, puis on pourra en reparler, puis aussi de résistance cellulaire à l'insuline. Mais c'est ça qui va être à la cause de, tu sais, peut-être une dizaine de maladies. Fait que de me rendre compte que plusieurs maladies pouvaient avoir une source qui est commune, qui est différente, et que si on veut vraiment aider le patient, soit qu'on soulage ou on essaye de traiter les 8 symptômes, ou on s'attaque à la source. Tu sais, j'aime bien dire que si jamais on a laissé un robinet ouvert à l'étage puis ça coule jusqu'en bas, ben soit qu'on moppe le plancher en bon français, là, où on passe la serpillière, puis qu'on essuie, mais on va essuyer longtemps si on va jamais fermer le robinet là, qui est à l'étage puis qui coule. Oui, souvent, on va penser aussi là, au robinet, mais je dirais que malheureusement, un peu trop souvent, on va avoir des super bonnes mops. On va développer des super bons traitements pour soulager, mais d'aller vraiment chercher le problème à la source, malheureusement, des fois, c'est ça qui manque, puis c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans mon cheminement en médecine fonctionnelle. Et parallèlement, je te disais les deux aspects qui ont fait shifter ma pratique, ben, c'est d'avoir découvert tout ce qui est en lien avec la nutrition. Donc, tu sais, pour moi, tout ce qui est aspect alimentaire, je trouve ça fascinant. Donc, tu sais, tout d'abord, j'ai fait une formation en alimentation fonctionnelle à l'Université Laval, mais j'ai aussi découvert tout le monde de l'alimentation cétogène ou la restriction thérapeutique en glucides. Un peu, là, ça m'a fait ouvrir les yeux à me dire, attends un peu, là, moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, le diabète de type 2, c'est une maladie qui était irréversible, qui menait vers des complications, puis là, on donnait de la médication pour accompagner les patients là-dedans. Finalement, j'apprends qu'avec avec des changements alimentaires, ben là, les patients peuvent non seulement renverser leur diabète, mais parallèlement, leurs 4 problèmes de santé qui allaient avec. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment un point tournant de me dire, OK, attends un peu, là c'est pas une molécule qui coûte un prix faramineux, ou, tu sais, il n'y a pas quelque chose, une chirurgie qui est arrivée, là. C'est un patient qui a changé son alimentation. Puis là, quelques mois, parce que j'ai plein de belles histoires là, tu sais, aussi, tu sais, quand on avance là-dedans, au début, ben on n'est pas trop sûr, c'est nouveau, un peu l'alimentation. Mais là, quand les patients ils arrivent puis ils reviennent, là, tu sais, ça, on s'enlève pas ça là, de notre mémoire. Là. Tu sais, j'en revois plein des patients revenir, puis là, je les reconnais pas vraiment parce qu'ils ont perdu beaucoup de poids. Puis on a travaillé ensemble, puis là, on a enlevé, mettons, tu sais, ces pilules pour le diabète, pour l'hypertension. Mais là aussi, il n'y a plus de douleur, il est plus actif, il dort mieux, il est moins anxieux, puis il rentre dans mon bureau avec ce que je m'attendais à faire quand je suis arrivée à suivre des patients, à me dire, il rentre, tu sais, c'est la santé qui rentre dans mon bureau, là, la vitalité, là, le patient, il est souriant, il est heureux, puis tu sais, il l'a fait par lui-même, il a repris contrôle de sa santé, puis ça, c'est extraordinaire, là, ça a été vraiment un point tournant pour moi dans ma pratique.
Donc, toutes les sphères alimentaires, donc alimentation, faible en glucides, toutes les notions par rapport à mieux comprendre l'impact des aliments sur la santé, tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, ça aussi, c'est une sphère qui est fascinante, là. Je veux dire, hier, j'ai une patiente que j'avais vu une patiente d'une de mes collègues que j'avais vue au sans rendez-vous parce que elle venait parce qu'elle avait des douleurs, là, tu sais, on trouvait pas trop, là, c'était pas une maladie inflammatoire, là, mais tu sais, un peu d'arthrose, puis on cherche, puis on trouve rien. Puis moi, je la vois dans un contexte de sans rendez-vous, j'ai 10 minutes, fait qu'on enligne des, tu sais, une investigation standard, examen, puis tout ça, puis je fais juste lui glisser un mot, vous savez que l'alimentation a un impact sur sur l'inflammation puis la douleur, tu sais, puis je lui glisse quelques petites ressources, puis finalement, tu sais, elle demande à me reparler parce que ben, tous les examens qu'on avait fait passer étaient normaux, puis je la rappelle hier pour dire est-ce que ça va bien, tout est correct. Elle dit ben je voulais juste vous dire que j'ai lu les livres, je les ai appliqués, puis j'ai plus de Wow. douleur. C'est la plus belle chose qui m'est, tu sais, je pensais jamais que j'arriverais à ça. Là, tu sais, je veux dire, elle savait pas que ça existait. On a semé une graine, puis tu sais, elle a suivi le filon. Puis écoute, ça pour moi, c'est vraiment tu sais, c'est grisant parce que c'est beau, c'est la santé qui revient là, dans un contexte où, dans le fond, son corps, il attendait peut-être juste ça, là, tu sais, de replacer les éléments au bon endroit pour qu'elle soit bien. Fait que ça, pour moi, c'est la santé, là. Ben, puis c'est le fun autant pour le patient que pour le praticien d'avoir vu que cette graine-là, juste d'avoir donné l'information auquel elle Mm. n'avait pas accès ou qu'elle ne connaissait pas. Puis je crois, puis je le répète souvent, mais c'est vraiment un beau mandat qu'on a comme professionnel de la santé d'éduquer la personne devant nous pour les rendre, tu l'as bien dit, qu'ils puissent se réapproprier leur pouvoir sur leur santé, tu sais, qu'ils ne dépendent pas de juste venir nous voir ou juste une action externe à eux, qui ont le pouvoir à chaque repas par rapport à l'alimentation. Ouais. Puis ça, c'est une chose, mais tu l'as bien dit aussi tantôt, quand on l'adresse à la source, les gens, ils sont. Tu sais, des fois, c'est comme ah ouais, il faudrait que je perde du poids, je le sais, etc. Et qu'on parle, mettons, de syndrome métabolique, là, Ouais. bien au-delà du poids. Mais les gens ne comprennent pas nécessairement ou ils savent juste pas que. Ben, probablement qu'ils vont avoir une meilleure énergie, probablement qu'ils vont mieux dormir, probablement que leur humeur va être et leurs relations autour de ça vont être de loin rehaussées. Et trois petits points, les impacts sont multifacétaires. Exact. C'est là que ça devient intéressant. Finalement, la personne venait, comme tu dis, pour, je sais pas, son diabète, finalement, whoop, son hypertension, c'est beaucoup mieux. Whoop, bon, je ne répéterai pas la même chose, mais l'humeur et compagnie, il y a beaucoup, Mhm. beaucoup de répercussions à ces débalancements-là au niveau métabolique en lien avec l'alimentation. Puis ce qui est beau, là, c'est que, tu sais, c'est un amène l'autre, là. Tu sais, des fois, les gens, ils savent pas où commencer ou, tu sais, ils arrivent dans le bureau puis ils ont comme 15 plaintes, là, les hormones, ça va pas bien, puis je dors pas bien, puis j'ai de la misère à m'entraîner, puis j'ai pris du poids, puis là, mais dans le fond, là, des fois, c'est juste de faire une étape. Puis, tu sais, je suis bien consciente que l'alimentation, c'est pas facile pour tout le monde, hein, tu sais, quand on est des enfants, ou, tu sais, il y a des contextes familiaux, il y a des restrictions alimentaires, il y a toutes sortes d'affaires, mais, tu sais, des fois, on peut faire d'autres choses. Là, je parle d'alimentation, mais, tu sais, quand on se conscientise, par exemple, sur le sommeil, que quelqu'un qui dort mieux va faire des meilleurs choix alimentaires, va probablement moins compenser, justement, par la bouffe. Fait et les choix et la quantité ou, tu sais, les meilleurs aliments, mais aussi, après ça, s'il dort mieux, ben il y a des chances qu'il ait plus le goût de bouger. Puis quand il stresse, puis tu sais, tout ça, là, ça revient un peu, moi, je parle souvent des piliers fondamentaux de la santé, là. Puis, pour moi, ça, c'est la base. Puis des fois, même, parce que, tu sais, dans mon cheminement en médecine fonctionnelle et intégrative et tout ça, ça m'a amené aussi à m'ouvrir à d'autres approches, mais puis à suggérer des fois des produits naturels ou tu sais, des approches qui vont être différentes. Mais tu sais, des fois, on n'a pas besoin de rendre ça compliqué, là, la santé, là, peu importe là, qu'on a des symptômes. Tu sais, des fois, on cherche le spécialiste particulier ou la fameuse supplément ou l'aliment avec des vertus. Mais des fois, c'est juste de se ramener à la source. Les piliers fondamentaux de la santé, le sommeil, l'exercice, l'alimentation, la gestion du stress et la connexion, là, tu sais, que ça soit entre, tu sais, spirituel ou la connexion avec les autres et même avec nous-mêmes. Mais lorsqu'on se ramène à ces piliers-là de la santé, ben ça fait boule de neige aussi quand on en travaille un, ben là, on améliore les autres. Puis quand on améliore les autres, ben notre santé s'améliore. Puis dans le fond, on revient à redonner à notre corps tout ce qu'il a besoin pour guérir, parce que notre corps a un potentiel de guérison exceptionnel. Là. J'ai un patient de 76 ans qui avait un diabète,
Puis j'y parle de glucides, tu sais, j'y remets un petit dépliant, puis je pars en congé de maternité dans ce temps-là. Puis quand je reviens de congé de maternité, il vient me revoir, il dit « Hey, tu sais, j'ai tout arrêté mes pilules par moi-même. » Là, je suis un peu, tu sais, parce que, tu sais, quand il y a des changements qu'on fait, des fois, faut être suivi. Là, j'ai comme eu un petit arrêt cardiaque. Puis là, finalement, non, mais il l'avait bien fait, mais tu sais, 76 ans, il a renversé ses problématiques de santé, tu sais. Puis là, le message, c'est de pas dire que c'est si facile pour tout le monde, mais juste de dire que c'est possible à tout âge. Moi, j'aime ça défaire des mythes. Là. Il y en a qui disent « Ouais, mais de toute façon, je suis vieux. De toute façon, c'est le même toute ma vie. » Ou ce que j'entends plus souvent, « Ah, ça court dans ma famille. » Tu sais. Fait que, tu sais, c'est génétique, mais seulement, ça aussi, c'est un autre beau sujet, là, la génétique puis l'épigénétique, mais c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qu'on peut faire. Puis, tu sais, moi, je suis une éternelle positive, mais j'essaie de transmettre ça à mes patients aussi que, tu sais, des fois, c'est une petite affaire qui va avoir des grandes répercussions. Des fois, on fait des grosses affaires puis ça paraît pas tout de suite, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour, tu sais, activer ce cycle-là de santé, finalement. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. J'aime ça. Puis, tu sais, comme tu dis, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis, autant que c'est un bel art pour nous comme thérapeutes d'aller s'asseoir avec le patient puis de faire comme voici, comme tu dis, des fois, l'alimentation, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais quel petit changement qui, Hum, justement, avec l'effet composé après jour, semaine après semaine, c'est pas de tout transformer d'un coup. Des fois, c'est juste de voir, regarde, voici où ce que j'identifie avec mes connaissances, où sont peut-être les lacunes ou les petits points absolument. qui seraient à changer, qui vont faire cet effet-là de boule de neige. Puis après ça, d'aller voir, OK, on commence par ça. Ou peut-être c'est pas là pantoute, peut-être qu'il faudrait plus que tu te couches plus de bonheur, ou tu sais, que tu optimises ton sommeil, ou peut-être que là, pour toi, c'est peut-être d'avoir un petit support d'un point de vue psychologique, coaching pour t'assister là-dedans, puis laisse faire les autres choses pour l'instant. Fait que ça, c'est une belle chose. Puis même les gens à la maison, des fois, tu as bien nommé les piliers de la santé, de voir où sont vos plus grandes lacunes, puis de faire comme où Hum, est-ce que je pourrais commencer qui serait faisable et qui, je vais le faire jour après jour. Si vous allez être découragé après une semaine, c'est peut-être pas là le bon moment pour commencer ou autre, ou évidemment de vous faire accompagner là-dedans. Mais j'ai beaucoup aimé que tu mentionnes ton cinquième pilier, la connexion. Et je trouve ça beau même, entendre ça venant d'un médecin, juste de le voir que tu le considères dans les piliers. Puis c'est quelque chose aussi, tu sais, dans le volet holistique, même volet médecine fonctionnelle et tout. Tu sais, on parle absolument. d'alimentation, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un, des fois, va devenir dans un cercle vicieux un petit peu d'alimentation? Puis des fois, si ces besoins-là sont pas comblés de connexion. Tu l'as bien dit aussi, spirituel ou avec son entourage, de la communauté. On l'a vu beaucoup avec l'isolation en temps de COVID et compagnie, mais même Tout à avec fait. soi-même, que j'ai bien aimé, tu sais, si on n'est pas à l'écoute de soi, de ses besoins, puis on est un peu en mode automatique, OK, les enfants garderie, c'est ça, ma job, je l'aime-tu vraiment, je l'aime-tu vraiment pas? Ben, conjoint, trois petits points, mes relations d'amitié. Si on n'est pas en connexion avec soi-même, ça va être facile de tomber un peu dans ces exutoires-là, dont l'alimentation. Tu sais, c'est quand même une source de plaisir potentiellement, et tout le reste. Tu sais. Fait que je crois que des fois, même de commencer là, des effets dominos sur tout le reste également. Donc, Oui, wow, vraiment merci bien d'avoir dit. mentionné. Puis dans le fond, hein, dans toutes les études, là, c'est comme le trend là, de parler de longévité puis tout ça, là, mais dans tout ce qui est notion de longévité, là, le sens que nous donnons à notre vie, là, les Japonais parlent de l'ikigai, là, qui est le Ikigai, là, Ouais. Ikigai, qui est un peu à la connexion de ce qu'on est bon à faire, de ce qui aide à la société, de ce qui est notre travail. Grosso modo, toutes ces notions-là là, de bonheur, de plénitude, de sens qu'on a avec, entre nos valeurs puis ce qu'on fait dans notre vie, c'est un des marqueurs les plus importants de longévité. Donc, tout cause de mortalité confondue, ces notions-là vont être vraiment un facteur atténuant au niveau de toute cause de mortalité. Fait que c'est extraordinaire. Là. Il n'y a pas une pilule sur la planète qui fait ça. Là. Fait que moi, je trouve ça magnifique. Puis, cette notion-là, les gens peuvent dire, ouais, ben c'est bien beau ça, la connexion, mais comment je peux améliorer ça, puis comment je peux faire ça, mais il y a tellement de belles façons de le faire. Puis pour certains, ça va être parce qu'on sait que le contact avec la nature va être quelque chose qui... C'est juste d'être dans la nature, là. C'est prouvé, là. Mais déjà, il y a quelque chose, tu n'as pas besoin de... Moi, j'aime les petits trucs, des fois, à donner aux patients que
sais, des fois, on part, puis on sait pas trop où partir, puis tu sais, d'avoir tu sais, quel mouvement faire, puis tu sais, des fois, juste d'être dans la nature, ça va avoir un effet bénéfique. Fait que, tu sais, des fois, ces trucs-là qu'on n'a pas besoin là, de mettre en action de façon complexe, là, puis que ça prend des connaissances, puis beaucoup de lecture, ben, tu sais, des fois, de commencer à quelque part qui est facile, on a le droit de faire ça aussi. Fait que les notions de passer du temps en nature, les techniques faciles de respiration, ça, c'est une façon pour se reconnecter, puis diminuer le stress aussi, là, mais puis tout ce qui est notion de méditation, là, pour certains, c'est acquis, pour d'autres, ça a l'air bien compliqué, là, mais tout ce qui est les notions de pleine conscience, puis ça, c'est des choses qui nous permettent de se reconnecter très facilement avec soi, avec nos émotions. Puis encore une fois, la pleine conscience, puis encore une fois, il y a des gens qui savent absolument c'est quoi, puis il y en a d'autres qui pensent que c'est quelque chose de bien compliqué, là, qu'on a besoin d'être assis là, sur une montagne dans l'Himalaya là, avec des moines bouddhistes là, pour faire la pleine conscience. Mais la pleine conscience, c'est juste d'être conscient de notre corps physique, de nos émotions dans l'instant présent et sans jugement. Tout le monde peut faire ça n'importe quand, puis des fois, on va se rendre compte qu'on a bien du jugement envers nous-mêmes, là. Mais on peut tous s'asseoir, ça peut être 30 secondes, on peut prendre une respiration, juste se reconnecter avec comment je me sens dans mon corps, puis quelles sont mes pensées en ce moment. Puis ça, c'est déjà une façon de se reconnecter. Fait que, tu sais, encore une fois, moi, j'aime ça, les trucs faciles et accessibles, parce que, tu sais, dans toutes les bonnes méthodes de changement d'habitude, on commence par des petites choses, puis ça grandit tout seul. Fait que des petits trucs de se dire, regarde, je me sens pas bien, j'ai une respiration, je me reconnecte avec mes émotions. Ça, c'est une façon de connecter avec toi. Ça, c'est de la connexion. Puis on a déjà travaillé sur un pilier de la santé. Puis encore une fois, ça fait boule de neige, là. Après ça, on peut élaborer des pratiques un petit peu plus. Si ça nous fait du bien en méditation, ça peut être, comme je disais, du temps en nature, ça peut être des activités qui nous font du bien, puis ça peut être de développer un petit peu des choses qui vont travailler sur ce pilier-là, qui est la connexion, qui est super important, effectivement. Je trouve ça vraiment fun à entendre, puis je suis totalement d'accord avec toi de ce volet-là intégratif quand on a quelqu'un qui rentre dans notre bureau avec une condition X, Y, Z. OK, parfait, où est-ce qu'on commence là-dessus? Bon, là, on parle des conditions peut-être un petit peu plus chroniques ou des conditions de santé multifactorielles qui se sont tramées sur un certain temps. Mais est-ce que justement, là, puis on parle justement de la nature, et même la pleine conscience. Drôlement, je dirais, parce que la littérature devient justement rattrape, on va dire ça comme ça. Mais je trouve ça des fois drôle qu'on ait besoin de littérature pour valider des choses qui sont pour moi un peu une évidence ou juste la nature point. T'sais. Je me rappelle que tu avais mentionné, tu avais quelqu'un dans ta famille, soit une cousine, une nièce ou un truc comme ça, qui t'avait dit que justement dans leur cours, l'alimentation ou autre, c'était comme, il n'y avait pas nécessairement de lien. Oui, ça, j'entends ça souvent. Peut-être tu pourras me le préciser un peu mieux que ça, mais il me semble qu'il y avait quelque chose derrière ça, que c'est comme, ouais, on nous dit, nous autres, les professeurs, que justement, l'alimentation n'a aucun lien avec tel truc au niveau de la santé. T'sais. Ben, comme tu le dis bien, là, la pratique médicale, c'est basé sur des évidences puis de la science. Fait que c'est sûr que souvent, ça prend du temps avant que nos pratiques conventionnelles reflètent même ce que la science va nous dire. Fait que puis souvent, des fois, c'est vrai qu'on a besoin de créer de la science pour appuyer le bon sens. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a le bon sens, puis là, on le sait pas trop, fait qu'ils vont prendre un certain temps. Puis après ça, avant que, tu sais, parce que des données sur bien des sujets, là, sur l'alimentation, là, il y en a tout plein, là. C'est juste que même des fois, avant que ça se rende dans nos pratiques, je pense qu'on parle de 10 ou 15 ans, puis, et même plus, là. Puis, pourquoi? Parce que aussi, nos pratiques sont ancrées, puis, tu sais, le temps qu'on l'enseigne, puis que, tu sais, ça vienne dans des pratiques courantes, ça prend du temps. Puis, pour revenir avec l'exemple que j'avais donné, en fait, c'est la fille de mon conjoint qui est étudiante en médecine. Puis, ben, tu sais, elle me connaît, là. Moi, je parle tout le temps d'alimentation. Puis, tu sais, on fait des petits débats là-dessus. Puis, je trouve ça super fascinant. Puis, dans le fond, elle m'appelle un soir, là, toute outrée, là, parce que elle avait été dans un cours sur le diabète. Puis, le médecin qui lui avait donné son cours, il avait dit, ben, en fait, les habitudes de vie en maladie chronique et en diabète, là, c'est un spécialiste en médecine interne qui avait dit ça. Puis il dit, ça marche pas. Donc, les habitudes de vie, là, puis l'alimentation pour adresser les maladies chroniques, ça fonctionne pas. Puis il avait dit, la meilleure façon, dans le fond, la meilleure
meilleur nutritionniste là, pour perdre du poids s'appelle, pour pas nommer le nom pharmacologique, le Ozempic, là, qui est un médicament qui est utilisé pour perdre du poids. Fait que dans le fond, changer son alimentation et ses habitudes de vie, ça marche pas dans les maladies chroniques. Puis pour perdre du poids, il n'y a rien qui marche, c'est la médication. Bon, là, c'est sûr que c'est une opinion d'une personne, mais tu sais, moi, je me dis, ça fait boule de neige parce que ces jeunes-là là, qui sont avec un médecin qui leur dit ça, qui est une figure d'autorité pour eux, puis qui fait sûrement de la bonne enseignement sur d'autres affaires, là, mais tu sais, puis ça peut être son point de vue à lui, puis dans son expérience clinique, mais tu sais, eux autres, ils partent avec ça, là. Puis là, ça, c'est des jeunes médecins qui se disent, OK, ben garde, ce médecin-là, lui, il trouve que ça marche pas. Par contre, je trouve que la nouvelle génération de médecins, ils sont... Puis les médecins, en général, s'ouvrent de plus en plus. Puis la nouvelle génération de médecins aussi se pose plus de questions, peut-être, tu sais, je pense. Puis il y a une belle ouverture de plus en plus sur... on parlait de méditation tantôt, là, tu sais, tout ce qui est pleine conscience. L'alimentation, je trouve que c'est long, là. C'est peut-être moi qui est pressée, là. Mais on n'a pas beaucoup... on n'a pas beaucoup de formation médicale sur l'alimentation. Puis c'est de faire de la recherche en nutrition, c'est difficile puis c'est compliqué. C'est difficile et c'est compliqué parce que, tu sais, quand on teste un médicament dans une étude, ben, c'est facile que le patient prenne un médicament versus un placebo puis de faire l'évaluation, est-ce que le médicament fonctionne plus que le placebo? Mais lorsqu'on veut étudier au niveau de la recherche en nutrition, ben, les patients, ils savent qu'est-ce qu'ils mangent. Là. Fait qu'on compare pas avec un placebo. Puis l'autre chose, c'est que les gens, ils vivent aussi, ils sont pas dans un laboratoire à se faire fournir de la nourriture. Puis, tu sais, fait qu'ils vivent, ils ont une vie puis l'alimentation, on fait ça souvent dans une journée, là, s'alimenter. Fait qu'il y a tellement de facteurs et de biais potentiels que c'est difficile d'arriver avec des données franches. Fait que, tu sais, c'est souvent une cumulation un cumul de plein de choses qui va faire qu'on va amener à des recommandations nutritionnelles. Ceci dit, il y en a de la littérature, puis de plus en plus on avance, puis là, il y a quand même des belles choses là au niveau de l'école, tu sais, de toute la formation médicale. De plus en plus, on amène les notions du lifestyle medicine. Tu sais, il y a des cohortes de résidents en médecine familiale qui peuvent avoir accès à cette formation-là. Il y a des cours en médecine culinaire aux étudiants en médecine pour montrer que il y a un lien entre, tu sais, ce qu'on met sur notre fourchette puis notre santé. Fait que ça s'en vient, en tout cas, encore une fois, je suis super positive, là, mais ça s'en vient, mais c'est long, tu sais, puis malheureusement aussi, on voit, de par le fait que notre pratique est, tu sais, c'est rendu quand même compliqué là lorsqu'on fait des suivis en médecine. Tu sais, il y a tellement d'algorithmes, il y a tellement de tests possibles, il y a tellement de... Quand on voit un patient, il faut qu'on... Tu sais, je disais au début là, qu'on a beaucoup d'algorithmes, mais tu sais, s'il vient avec un problème avec son cholestérol, ben, on a l'algorithme du cholestérol, puis il vient un problème avec son diabète, puis on a l'algorithme du diabète, puis on a de la prévention à faire, puis tu sais, fait qu'on a toutes sortes de tests à passer, fait qu'à un moment donné, ça devient lourd, puis là, ben malheureusement, on tend à avoir des nouvelles lignes directrices qui veulent simplifier tout ça, mais ce qui nous éloigne un peu finalement de la prévention parce qu'on se rend compte que on devrait peut-être faire moins d'examens, on devrait peut-être on veut aussi faire une épuration de tout ça, mais ça devient difficile de savoir quand est-ce qu'il faut vraiment investiguer puis faire des tests, puis quand est-ce qu'il faut aussi se rétracter puis d'en faire un petit peu moins. C'est difficile aussi pour les jeunes médecins là de faire la part dans tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui est pertinent en prévention, qu'est-ce qui est pertinent de point de vue curatif, comment qu'on veut pas surcharger non plus les patients et le système avec trop d'examens, mais c'est, tu sais, ça redevient un peu plus un art, là, je pense, mais ça reste un gros défi, là, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu d'ouverture qui tu sais, sur les piliers de la santé, sur l'importance de ceux-ci, mais il y a du travail à faire encore, selon moi. Ah, c'est certain. Puis je pense que, comme tu dis, que ce soit tôt ou tard qu'ils se butent à cette réalité-là, les jeunes médecins ou avec le temps, avec l'expérience, soit pour leur réalité personnelle à eux, tu sais, sur tous ces piliers-là de la santé. Je Absolument. veux pas quand on est en déséquilibre, soit avec le travail, puis les médecins, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de
comment je dirais ça, beaucoup de demandes de pression sur vous, là, surtout dans le système public, je dirais, là, fait que j'ai l'impression que des fois aussi, ça amène à, ne serait-ce que pendant les études également, là, qu'éventuellement, ça nous amène à voir où sont nos piliers nous-mêmes, etc. Puis après ça, d'amener une perspective peut-être même différente pour les patients que vous voyez devant vous. Mais puis par rapport à ces limitations-là que tu dis des fois aussi, tu sais, c'est comme, écoute, là, il me semble, je stabilise tel paramètre, mais mon patient, il va pas nécessairement mieux, puis soit que je manque d'outils ou je sais pas trop nécessairement quoi plus faire avec, etc. Fait que j'ai l'impression qu'en pratico-pratique, la nouvelle génération de médecins, parce que ça a changé aussi versus la médecine probablement il y a 30, 50 ans. Je pense que les maladies chroniques ont encore plus explosé. Là, donc, le besoin d'outils élargis est d'autant plus élevé là-dessus. Ouais, puis je pense qu'on n'aura pas le choix, là. Tu sais, Ouais. tu sais, il y a un papier qui était sorti, là, une étude qui disait que aux États-Unis, juste avant la pandémie, là, je pense en 2018 que le papier est sorti qui disait qu'on avait seulement 6,8% des gens aux États-Unis avaient une santé métabolique optimale. Mais tu sais, quand on y pense, là, puis après ça, souvent, le réflexe, c'est de dire, ouais, mais on est tellement différents des Américains, là, mais c'est pas si vrai que ça, là, tu sais. Puis, mais même qu'on serait un peu plus loin de ce chiffre-là, tu sais, ça veut dire que la très, très grande majorité des gens ont une atteinte au niveau de leur santé métabolique. Puis c'est dramatique et ce qui, moi, me touche particulièrement aussi beaucoup, c'est au niveau des enfants. Tu sais, un enfant sur 3 est en surpoids, la quantité de stéatose hépatique, tu sais, tout ça va avec notre mode de vie. Et donc, tu sais, oui, ça devient lourd. Puis indirectement, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, ça va être tellement de plus en plus lourd, puis qu'avec notre approche conventionnelle, on n'y arrivera pas, qu'on n'aura pas le choix de revenir vraiment aux bases fondamentales, puis de se dire, attends un peu, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Nos enfants sont malades, nos enfants ont des maladies d'adultes, puis notre population est malade aussi. Fait que, tu sais, c'est pas juste une évolution génétique de quelque chose, là. Tu sais, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait dans notre quotidien. Tu sais, puis comme tu dis, il y a des médecins qui le réalisent soit beaucoup par leur expérience personnelle ou clinique, là, tu sais. Fait que, oui, il y a un shift qui est en train de se faire, là, mais on n'aura pas le choix d'adresser ça, là. Qu'est-ce que tu aurais à dire, recommander, ou si tu avais un conseil à donner aux médecins qui commencent en pratique ou même à toi jadis quand tu débutais, qui pourrait être justement de valeur là, pour les années à venir? Ben, moi, je pense que de garder toujours une curiosité puis l'esprit ouvert, de faire attention de pas embarquer dans un dogme, tu sais, on apprend ça, donc c'est ça. Puis tu sais, c'est ça la science. On oublie que la science, c'est de se re-questionner, de re-questionner son hypothèse à chaque fois et de la retester. Fait que, tu sais, moi, tu sais, c'est sûr qu'il y a une base très fondamentale au niveau de la médecine qui est excellente, mais il faut toujours garder l'esprit ouvert. Il faut toujours continuer d'apprendre, se tenir au fait, parce qu'on disait tantôt que des fois, ça prend du temps avant que la science se ramène à la pratique actuelle. Fait que, tu sais, de garder l'esprit ouvert, de continuer de chercher, de pas réfuter des hypothèses sans les avoir vraiment bien réfléchies. Puis je pense que ça, là, c'est primordial. Puis des fois, moi, ce qui m'aide, parce que, tu sais, ça devient difficile quand on fouille même dans la littérature, on peut voir tout et son contraire. Puis des fois, c'est de se rappeler, l'être humain, il est fait pour quoi? Tu sais, notre corps, il est fait pour... Puis ça, moi, des fois, ça m'a aidé parce que, tu sais, je me dis, ah, tu sais, c'est-tu bon, qu'est-ce que je fais, l'alimentation? Je donne-tu des bons conseils? Tu sais, peut-être que la pharmacothérapie, dans telle situation, ça serait mieux. Puis des fois, j'aime me rappeler l'être humain, là, notre belle machine là, qu'on utilise tous les jours, là, ben, elle est faite pour vivre dans quelle situation? Puis dans le doute, ramenons-nous à cette à cette réalité-là. On retournera pas vivre dans des cavernes là, puis chasser des mammouths. Mais par contre, on peut se rappeler dans quel univers notre corps a évolué, hein, parce que notre mode de vie a évolué beaucoup plus vite que notre biologie. Notre corps est encore assez similaire aux chasseurs-cueilleurs, là, tu sais. Puis dans le fond, notre corps vivait dans un environnement où
il n'y avait pas du stress chronique. Fait que, tu sais, de travailler là-dessus, c'est important. Que l'alimentation, en fait, il y avait peu d'aliments transformés, il n'y en avait pas, mais les aliments avaient une grande densité nutritionnelle. Puis des fois, on avait de l'abondance, mais aussi des fois, il y avait du manque. Il y avait peu de toxicité. On vivait au rythme des saisons, mais aussi au rythme du soleil puis du cycle circadien. Fait qu'on a besoin de notre sommeil, on a besoin de pas vivre trop de stress, on a besoin de bouger. Ça faisait partie de notre mode de vie. Fait fait que sans retourner vivre dans une caverne, on peut peut-être retourner aussi à un mode de vie qui est plus sain, qui ressemble à quelque chose pour lequel notre corps est fait, sans essayer de se tirer un peu partout là, dans plein d'affaires. Des fois, moi, j'aime bien simplifier puis se dire que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais des fois, il y a des problèmes, tu sais, pour revenir aussi à ce que tu disais tantôt, puis aux spécialistes qui nous entourent, puis pas nécessairement aux spécialistes médicaux, là, à nos collègues de la collaboration interprofessionnelle, à des chiro, à des ostéopathes, à des naturopathes. Bien, des fois, il y a des moments où, avec nos habitudes de vie, on a un petit peu de difficulté, on trouve pas un peu la piste. Des fois, on essaye une affaire puis ça fonctionne pas, mais il y a plein de monde qui sont là aussi avec leur expertise. Puis c'est ça, je pense aussi que la jeune génération de médecins réalise puis collabore aussi. Moi, j'ai beaucoup, je vois ça de plus en plus, là, la collaboration. On Mhm. n'hésite pas à, tu sais, on travaille d'égal à égal. On n'hésite pas à référer puis à se communiquer. On n'y arrive pas tout seul. Aucun professionnel va y arriver tout seul. Vraiment, tu sais, c'est une équipe qu'on doit former autour des gens, puis avec la personne la plus importante dans l'équipe, que ça soit le patient, avec ses désirs, puis son évaluation à lui de sa santé. Mais c'est en équipe qu'on peut travailler finalement pour amener la santé, là. Tu sais, il y a des belles choses que la personne peut faire, mais aussi en équipe avec des professionnels. Exact. Puis, tu sais, je pense que tu l'as bien dit, c'est de plus en plus que les gens s'ouvrent à ça, les professionnels de la santé s'ouvrent à ça pour savoir comment les autres travaillent aussi, puis comment on peut, ah, ben écoute, j'identifie que peut-être cette personne-là, là, il est mûr, il ou elle est mûr pour aller travailler là avec telle personne qui va pouvoir beaucoup mieux là ou la guider que moi avec les outils que j'ai dans le moment et trois petits points. Tu sais. Fait que je pense que justement, l'approche intégrative, il y a beaucoup, beaucoup d'interdisciplinarité à faire. Parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est beaucoup de l'enseignement pour rendre le patient un peu, lui réapproprier son pouvoir souverain de sa santé. Mais pour ça, faut qu'il comprenne et qu'il ne pourra pas avoir nécessairement toutes les connaissances qu'on a, mais pouvoir le guider vers les bonnes ressources pour qu'il devienne autonome là-dedans, puis qu'il comprenne bien le pourquoi du comment, puis où est-ce qu'il s'en va avec tout ça. Frappante, là, tu sais, ça, 6,8%. Bon, les Américains, d'après moi, on n'est pas si loin derrière. Puis peu importe, comme tu dis, le pourcentage, ça ne doit pas être super. Mais les enfants, tu sais, je sais plus cette stat-là, j'avais vu où, mais justement, que c'était ça doit dater un petit peu, mais que les enfants étaient comme la première génération qui allait potentiellement vivre moins longtemps que J'ai leurs vu ça parents. aussi, Et absolument. tu sais, le 1 sur 3 que tu me dis, là, qui est en En obésité ou surpoids. en syndrome Ouais. métabolique, surpoids, OK. Tu sais, à la limite, c'est un beau wake-up call. C'est pas nécessairement, il ne faut pas s'apitoyer là-dessus, etc., mais de faire comme, OK, il y a des changements à apporter. Puis, tu avais parlé beaucoup, puis j'avais beaucoup aimé parce que tu avais donné, dans une de tes présentations, tu disais, soit on s'attaque au bon problème, mais avec la mauvaise solution, ou soit on s'attaque au mauvais problème. Puis je Ouais. pense que ça nous ramène beaucoup, tu sais, j'aimais ça, cette phrase-là, puis tu sais, avec l'histoire de la vadrouille et compagnie, mais les fameux piliers de la santé. Puis où est-ce qu'on commence avec ça? Puis tu avais parlé beaucoup je pense que c'était dans la présentation justement que tu avais faite sur la restriction thérapeutique en glucides et le volet métabolique et compagnie, puis qui est un des outils, un des piliers, là, c'est multifactoriel, tout ce volet-là, évidemment, le sommeil, bon, volet émotionnel, trois petits points. Mais justement, la restriction thérapeutique, mettons, on fait une petite explication sommaire de ça. J'avais beaucoup aimé ta présentation là-dessus, là, sur le volet de la résistance à l'insuline. Pour les gens à la maison là, qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, si on pouvait un petit peu c'est ça, faire un résumé. Là. Qu'est-ce qui amène justement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne super bien, en fait, la restriction thérapeutique en glucides pour beaucoup de gens? Pas nécessairement qui est un Exact. outil que tu as utilisé beaucoup dans la pratique également. Absolument. Donc, tu sais, puis ça, j'aurais aimé ça l'apprendre. Ça, c'est une chose que j'aurais aimé apprendre en médecine. Tu sais, tout le lien avec l'insuline puis la résistance à l'insuline.
Puis pourquoi tu sais, là, on parle d'une cause fondamentale, mais c'est parce que c'est vraiment fréquent, là. Puis tu sais, les 6,8% en bonne santé métabolique, bien, ils ont très probablement pas de résistance à l'insuline, puis les autres, très probablement que sur un certain spectre, là. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que c'est une problématique qui est importante, puis qui est sous-jacente à tellement de problèmes métaboliques. Fait que, c'est pour ça que ça fonctionne pas chez tout le monde, mais que chez beaucoup de gens, ça peut fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, les gens connaissent bien l'insuline, ben pas tous, mais tu sais, on sait un peu c'est quoi que ça joue sur la glycémie. Là, tu sais, on entend parler là chez les patients diabétiques, mais en fait, dans le fond, je vais essayer de l'expliquer de façon assez simplifiée là, mais lorsqu'on mange des glucides, les autres macronutriments peuvent jouer un petit peu sur l'insuline, mais à très plus faible niveau. Mais lorsqu'on mange des glucides, hein, les glucides, ça va être tout ce qui est sucré, mais aussi ce qu'on va retrouver dans des fruits et légumes, et aussi dans des féculents, les pains, les pâtes et tout ça. Donc, lorsqu'on mange quelque chose qui contient des glucides, bien, notre taux de sucre dans le sang va augmenter. On appelle ça notre glycémie. Notre corps n'aime pas ça quand on augmente notre glycémie, donc il va réagir en sécrétant une hormone qu'on appelle l'insuline. C'est notre pancréas qui sécrète de l'insuline. Puis l'insuline, en fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va permettre l'entrée du glucose dans la cellule pour soit que le corps l'utilise comme énergie, hein, parce que le glucose, c'est une source d'énergie, ou si on n'en a pas besoin comme énergie, bien, dans le fond, il va faire du stockage. Il va transformer le glucose ou le sucre en une molécule de gras. Hein, que c'est un peu surprenant. Oui, le corps peut, pour les puristes, on peut garder certains, oui, du sucre sous forme de glycogène, qui est une forme de réserve de sucre dans notre corps, mais grosso modo, là, dans ce qui est pertinent de ce que j'explique aujourd'hui, c'est que lorsqu'on mange trop de glucose, le corps va en fait le storer sous forme de gras qu'on appelle des triglycérides. Et donc, lorsqu'on va manger trop de glucides ou de glucose, dans le fond, lorsqu'on va en manger trop en fréquence et en quantité, ce phénomène-là va être activé de façon fréquente. Hein. Le corps va devoir sécréter toujours plus d'insuline et éventuellement, la cellule va devenir résistante. Hein. Si elle est constamment bombardée d'insuline pour faire rentrer le sucre dans la cellule, il va se développer un phénomène de résistance à l'insuline, son effet, et il va être moins capable de diminuer le sucre dans le sang, alors la glycémie va rester élevée. Et là, le corps va devoir sécréter plus d'insuline et ça devient avec un cercle vicieux où on a des cellules qui deviennent résistantes à l'insuline, gorgées de gras parce qu'elles elles ont ramassé un peu les triglycérides. Donc, on a beaucoup d'insuline, on a beaucoup, beaucoup de résistance à l'insuline et à un certain point, ce cycle vicieux-là ne peut plus continuer. Puis ça, on pense que la génétique, il joue quand même pour une bonne proportion. Puis là, à ce moment-là, la glycémie va commencer à augmenter dans le sang parce que malgré qu'on a beaucoup d'insuline, malgré que nos cellules sont surchargées d'insuline, elles sont devenues tellement résistantes que l'insuline ne peut plus faire son travail. Et là, la glycémie commence à monter. Et là, le corps ne peut plus maintenir son équilibre. Et c'est à ce moment-là que dans les prises de sang, le médecin va dire votre glycémie est limite. Mais là, pas plus, mais on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe depuis plusieurs années. Là. Puis là, on va dire faites attention. Puis là, à ce moment-là, le phénomène va continuer. On continue à manger beaucoup de glucides. Puis à ce moment-là, éventuellement, on va atteindre une certaine cible, puis on va dire au patient, vous êtes diabétique. Et là, ce qu'on peut comprendre là, c'est que ça fait des années qu'il y a un cheminement qui est en cours là, au niveau de l'insuline. Alors, ce phénomène-là de la résistance à l'insuline qui s'est installée va être à la base du développement du diabète, mais on sait maintenant que ça va précéder de 10 à 15 ans l'arrivée du diabète. Alors, soit qu'on attend que le diabète s'installe puis on donne la médication, ou bien qu'on réalise qu'il y a un phénomène en cours qui s'appelle la résistance à l'insuline et on s'y attaque à la source. C'est un peu ce qu'on disait tantôt de s'attaquer au problème à la source, qui est la résistance à l'insuline. Parce que dans ce cheminement-là, il va arriver plein de choses. Hein? Les gras qui circulent sous forme de triglycérides, mais ça va créer un débalancement au niveau du bilan de cholestérol. On parle de la dyslipidémie. Le gras, qu'est-ce qu'il va faire? Outre que de se promener dans notre circulation, il va aller se loger dans le foie. On appelle ça de la stéatose hépatique ou le foie gras. Et là, ça, c'est tous des problèmes. Et tout ça, la sécrétion d'insuline va engendrer la rétention d'eau et de sel par nos reins. Ça va faire de l'hypertension. Alors,
Puis ça, ben, on a parlé qu'on accumule des réserves de gras sous forme de triglycérides, alors on prend du poids. Alors là, on entend surpoids, hypertension, stéatose hépatique, diabète, tous des problèmes qui, en fait, si on veut savoir c'est quelle problématique, qu'on peut soit s'adresser à tous ceux-là, ou on peut s'adresser au problème à la base, qui est le problème de sursécrétion d'insuline et de résistance à l'insuline. C'est fascinant, puis tu sais, je pense que tu le synthétises bien aussi, tu sais, c'est quelque chose qui arrive pas du jour au lendemain. Même si du jour au lendemain, tes valeurs sur tes prises de sang ou les autres paramètres peuvent être, oh, OK, là, on a affaire à, je sais pas moi, de l'hypertension officielle. Ah, on a affaire à justement un bilan lipidique qui est anormal. Euh, mais ça s'est souvent tramé sur longtemps. Puis j'aime ton point de justement, c'est quelque chose qui, entre les paramètres, là, la normale trop haut, trop bas, bien, quand on le voit qu'il est en train d'avoir une tendance, c'est là que c'est le temps, dans un sens, de faire les changements. Ben, on peut le faire après aussi, mais idéalement, plus tôt on le fait, plus simple ça va être et plus on évite aussi des fois des dommages irréversibles ou justement des efforts beaucoup plus difficiles, rigoureux à faire. Puis, Tout tu à avais fait. parlé d'ailleurs d'une statistique. Je pense dans la première année, lorsque le diabète de type 2, là, je pense que c'était un article là, qui disait que le diabète Oui, de type 2 était une maladie réversible dans la oui, première année, je pense 75-77 de 77 pourcents, là. C'est un beau Oui, pourcentage, bref, c'est ça, 77 oui, qu'il y avait un renversement, là. Fait que ça, c'est pas rien non absolument. plus, là. C'est une étude qui avait été publiée en janvier 2023, OK. ouais, c'est assez récent, là, juste avant la présentation que j'avais donnée. C'était un papier du docteur David Unwin qui parle beaucoup, là, c'est un médecin britannique qui parle beaucoup de restrictions thérapeutiques en glucides. Puis dans le fond, c'est assez simple. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une clinique médicale avec des infirmières, puis tout ça. Puis ils faisaient un suivi conventionnel de diabète, ce qu'on fait normal, là. On enseigne quand même un peu, faire attention, puis on donne la médication. Puis il y a un suivi un peu différent dans lequel on leur apprenait c'est quoi la physiologie, ce qu'on vient d'expliquer, là, le sucre, l'insuline, les triglycérides, puis tout ça, puis qu'on leur proposait une alimentation qui était réduite en glucides, manger moins de glucides dans l'alimentation. Bien, en fait, ce que les chiffres ont révélé, c'est que de façon générale, dans le groupe où on avait une approche qui était réduite en glucides, on a remarqué qu'il y avait un renversement du diabète dans 51% des cas. Mais lorsque l'intervention était faite dans la première année, le taux de renversement est à 77%. Ah. Alors, ce que ça nous dit, c'est deux choses. D'adresser le problème à la source, ça marche. Puis, minimalement dans 51% des cas. Puis là, tu sais, ça n'a pas été vérifié qui avait mangé quoi. Puis, tu sais, là, c'est vraiment juste très largement. Là, fait que ça peut porter à plein de belles discussions. Mais l'autre chose, c'est que si on le fait rapidement, ben, on a encore plus de chances que ça fonctionne. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'en tant que professionnel, euh, c'est important qu'on sache ça. C'est notre devoir d'en informer le patient. Puis après ça, c'est au patient de décider qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, ça, c'est une question. Moi, j'en ai des patients, je vais leur dire, hey, vous savez, votre diabète, il y a des bonnes chances qu'il soit exacerbé ou causé par votre mode de vie, l'alimentation. Voulez-vous qu'on change ça? Puis pour toutes sortes de raisons, les gens peuvent dire, c'est peut-être pas le temps dans ma vie et tout ça. Mais c'est correct. On a heureusement des médicaments pour ça. Je pense que c'est un choix que les gens doivent pouvoir prendre. Puis pour pouvoir prendre cette décision-là, il faut qu'ils soient informés. Je pense que c'est notre devoir de le faire. Moi, j'ai un jeune patient qui avait 19 ans, qui s'est présenté voir ma collègue au sans rendez-vous pour des problèmes urinaires. Puis dans son test d'urine, ils ont trouvé du sucre, ce qui n'est pas normal. C'est un signe de diabète. Fait qu'on peut faire des prises de sang. Et il y avait un taux très élevé d'un paramètre qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est un reflet du taux circulant de sucre. Tu sais, quand le sucre est élevé dans le sang, la glycémie est élevée, ça fait un processus qu'on appelle la glycation. C'est comme si ça met une petite couche de caramel sur un peu tout, là, tu sais, puis cette glycation-là va se faire sur l'hémoglobine et donc, on peut vérifier un paramètre qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Tellement élevé, là, de mémoire, je pense que c'était 7,9 quand que, de façon optimale, on veut en bas de 5,5. Puis je suis un diabétique, on va viser en bas de 7, là, mais tu sais, c'était très, très haut. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai parlé un peu de ça, là, tu sais, renversement, puis alimentation. Mais ce patient-là, 5 mois plus tard, il n'y avait plus rien, là. Tu sais, ses paramètres, c'est ça, normalisé, puis il a changé son alimentation.
fin de l'histoire, là, tu sais. Fait que si à 19 ans, il y avait un diabète débalancé, puis qu'on avait juste suivi ce chemin-là, probablement qu'on aurait retardé des complications, mais si on s'imagine qu'il y a encore vraiment beaucoup d'années devant lui, ben il aurait indirectement probablement développé des complications au niveau cardiovasculaire, au niveau rénal. Mais lui, moi, je vois ça comme deux chemins, là, tu sais. Ah, il a pris ce chemin-là, ben il a renversé son diabète. Puis c'est sûr que ça va toujours être une fragilité. S'il retourne à ses anciennes habitudes de vie, c'est pas une magie, là, ça va revenir. Mais c'est extraordinaire parce que lui, dans le fond, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, puis il le fait. Puis jusqu'à présent, là, ça fait à peu près 6 ans, là, c'est toujours beau, ces prises de sang. Puis encore mieux, tu sais, lui, grosso modo, c'était beaucoup les boissons gazeuses, puis tu sais, les aliments très, très sucrés, surtout sucrés, avec des sirops très riches en fructose. Puis, on a travaillé ça ensemble, il s'est trouvé des alternatives. Puis, le fait de perdre du poids, ben encore une fois, hein, boule de neige, là, il s'est entraîné, il est retourné au gym. Puis là, ben, tu sais, c'est le fun, il est content, il a bâti de la masse musculaire. Puis là, tu sais, il est dans ses études, ça va super bien. Fait que, moi, je trouve que ça, c'est vraiment des belles histoires qui, qui nous rappellent l'importance, tu sais, de revenir à la base, d'expliquer aux patients, puis pour que les patients puissent après reprendre leur contrôle de leur santé avec des actions qui peuvent être simples, là. Exactement, les actions qui peuvent être simples, puis on ne pourra jamais les quantifier non plus, mais tout ce que les maladies potentiellement chroniques ou plus graves ou plus avancées que ce patient-là aura évité, puis je parle en tant qu'individu, mais aussi en tant que société par rapport au coût que ça Absolument. apporte. Hey, c'est faramineux, là. Puis tu sais, c'est de la spéculation, on ne pourra jamais savoir, etc. Mais quand même, si, considérant qu'il maintient ces habitudes-là, puis tu l'as bien dit tantôt, considérant que ce patient-là, lui, ça a bien à donner, il a fait ces changements-là, puis il a probablement dû voir, comme tu l'as dit, des répercussions multiples, pas juste sur justement ce paramètre de laboratoire-là et comment il se sentait à ce moment-là. Des fois, ce que des gens ne s'attendaient pas, comme on disait tantôt, l'humeur et une panoplie d'autres choses, comment ils se sentent essentiellement au quotidien. Mais considérant des fois qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ces changements-là ou autres, des fois, de mon expérience, puis chacun, c'est des gens différents, là. Il y a autant de cas qu'il y a d'individus, mais Mhm. c'est des fois, ils ne comprennent pas bien ou pleinement l'ampleur de ces changements-là ou ce que ça implique. Ouais. Fait que oui, fuck, mal manger, ok, ouais, il faudrait que je mange bien, mais parce que telle affaire, ça va pas bien avec ma santé, mais ils comprennent pas un peu tout nécessairement les ramifications de ce qu'on discute, d'où le pourquoi de ce podcast-là et un petit peu d'élargir les horizons des gens pour on se le disait tantôt avant de commencer, c'est souvent de la répétition, veux pas, de différents concepts avec Oui. différents angles, mais pour bien comprendre. Même moi, j'apprends comme ça, il faut souvent que je me le fasse répéter plusieurs fois pour faire comme, hey, c'est Aussi. quoi? J'avais compris ce bout-là, mais oups, ce petit morceau-là, le 10e de cette phrase-là, C'est je l'avais vrai. jamais approfondi ou vu de cet angle-là. Puis je crois vraiment que c'est un peu justement notre mandat avec les patients pour qu'ils puissent faire essentiellement le choix le plus éclairé possible, mais avec toute l'information. Évidemment, c'est difficile, il y a beaucoup de connaissances. Pour nous, c'est un peu comme faire des phrases avec l'alphabet. Pour eux, nous, si tu l'as bien dit tantôt, ça revient à l'art de véhiculer ce message-là à l'individu qu'on a devant nous. Où est-ce qu'il est rendu également? Puis c'est vraiment un accompagnement. C'est eux Mm. l'auteur de leur propre santé. C'est eux le capitaine, tu l'as dit tantôt. Puis à part ça, là, nous, on est des partners pour les Exact. guider dans leurs objectifs. Mais ça revient vraiment à l'enseignement, l'éducation, puis tu sais, des gens comme toi qui font des podcasts, qui diffusent l'information. Tu sais, je pense qu'il y a un message important que les gens doivent comprendre, tu sais, comme tu dis, ils doivent être le capitaine de leur santé. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire, mais tu sais, il y a plein de gens, par exemple, qui peuvent aider. Puis, tu sais, quand que le déclic se fait là, de vouloir apprendre, tu sais, il y a plein de de belles ressources aussi que les gens peuvent lire, à réapprendre un peu comment fonctionne leur machine, leur corps, là. C'est fascinant, là. Puis à ce moment-là, ben ça reste un choix. Puis moi, je le dis souvent vraiment sans jugement, là, tu sais, c'est pas, ah, ben là, si tu fais pas des changements dans ton alimentation, c'est... Non, on est tous
à un certain niveau, puis il faut que ça fasse du sens pour nous. Puis c'est vrai que le mindset médical est en train de changer, puis les gens, de plus en plus, ils veulent se reprendre en main, ils lisent. Moi, je trouve ça tout le temps super le fun quand les gens y arrivent, ils ont des connaissances, ils viennent challenger ça, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Moi, je trouve ça vraiment pertinent. J'ai la chance de pouvoir demander des prises de sang, fait que leur montrer, ça, c'est vos triglycérides. Fait que là, je leur reparle de la résistance à l'insuline. Ça, c'est vos enzymes du foie. Regardez, vous avez un petit peu de gras déposé dans le foie. Ça l'allume, ça réveille. OK, ça, c'est mon corps, c'est ça que je veux faire. Puis, ils peuvent pas, tout le monde peut pas avoir toutes les connaissances, hein. Comme tu dis si bien, là, moi aussi, je réécoute les mêmes affaires tout le temps, ou je refais même des cours que, tu sais, sur le même thème pendant je sais pas combien de fois. Puis, un moment donné, il y a quelque chose qui rentre, ou un moment donné, ça fait du sens pour nous. Les gens peuvent lire, puis un moment donné, ça va faire du sens. Puis c'est comme ça que le changement va être durable. Si on sait pourquoi qu'on le fait, puis on y croit, c'est là qu'on va le faire, puis qu'on va le faire jusqu'au bout, puis après ça, on va être conscient de ce qu'on fait, puis qu'on le fait pour certaines raisons. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il faut se tenir informé, c'est sûr, mais avec des gens qui vont, comme des coachs autour, comme l'équipe. Là. Le capitaine d'équipe, c'est la personne, puis le team là, à côté, c'est vraiment d'aller soutenir puis donner des conseils au meilleur de nos professions respectives ou de nos connaissances respectives. Exact. On travaille avec des gens, on travaille avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances que nous, puis d'aller les rejoindre, c'est vraiment, bon, je le répète, là, mais un art. Mais qu'est-ce que tu dirais justement de ton côté? C'est quoi le trait de personnalité qui est le plus important ou la qualité pour faire ce que tu fais? Je dirais la curiosité. 100%, je suis d'accord. Ouais. 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 Puis, par rapport justement à cette implémentation-là, est-ce que tu trouves que justement c'est toujours évident ou des fois c'est vraiment plus difficile? Qu'est-ce qui est comme un petit peu des fois un challenge en clinique ou dans ta pratique? Tu sais, je sais qu'en tant que médecin, puis tu sais, je vais te laisser répondre, mais des fois vous êtes un peu aussi potentiellement pressé dans le temps pour tu sais, faire cette éducation-là et tout. J'imagine que c'est là peut-être la place de l'interdisciplinarité, mais qu'est-ce que tu dirais qui est un des gros challenges en clinique là, avec ta pratique actuelle? Puis Ben, comment tu l'adresses? tu le dis si bien, là, je vois peut-être deux choses, là, mais le temps, je finis tout le temps mes bureaux en retard, là. Mais tu sais, quand que j'ai devant moi quelqu'un qui veut comprendre, puis que tu sais, tu sais, j'ai de l'information à transmettre, je suis pas capable de m'empêcher, là. Fait qu'effectivement, le temps, il me semble que j'aimerais tout donner l'information, ce qui m'a amené à écrire des petits articles là, pour les distribuer aux patients. Fait que, tu sais, il y a des choses que je répétais souvent, là. Fait que, tu sais, je donne de l'information à ce niveau-là. Je te dirais que dans les autres défis, c'est sûr que quand on a une pratique qui est un petit peu différente qu'une approche conventionnelle, ben tu sais, c'est sûr que initialement, des fois, hein, le changement, la dissonance cognitive, tu sais, c'est pas facile pour tout le monde autour, ni pour moi, tu sais, fait que c'est d'aller doucement avec une approche qui est différente, tu sais, de le faire bien, mais tu sais, des fois, c'est pas toujours facile là, quand on a une approche qui est un petit peu différente. Pas que tu sais, j'ai des grosses mauvaises expériences, là, mais des fois, c'est pas toujours facile, là, tu sais, d'être un peu à contre-courant. Fait qu'il faut vraiment croire à ce qu'on fait, puis tu sais, il faut se revalider souvent. Mais moi, ma drive, c'est les patients que j'ai dans ma tête, que j'ai vu revenir bien. Pour moi, là, tu sais, il y a pas tu sais, un document scientifique qui va me dire que tu sais, ça n'a pas marché. Là, tu sais, je veux dire, on le voit. Là. Fait que, tu sais, je comprends que ça peut pas être un argument de fond pour changer des lignes directrices, là, mais tu sais, ce qu'on fait, ça fait du sens. Quand tu as quand même des données en dessous de ça, quand on le fait avec le patient, selon ses valeurs à lui, puis qui revient puis qui est bien. Ben, pour moi, tu sais, ça m'alimente dans ma façon de travailler, puis ça me fait continuer dans ce sens-là. J'adore ça. Je crois que c'est un beau même mot de la fin dans le sens où je trouve que ça synthétise super bien euh, ce qui nous anime en fait ou ce qui nous rejoint beaucoup dans nos pratiques respectives, mais à quel point justement, tu sais, je répète souvent ça, je suis un clinicien puis je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait des gens qui s'intéressent beaucoup à la littérature et à faire avancer aussi la science. Tu sais, je pense que l'un Mm. va avec l'autre et à comprendre ce qui, tu l'as dit tantôt, des fois 10, 15 ans, ce qu'on voyait dans nos bureaux, qui est mieux expliqué ou des fois, comme je disais avec d'autres, des fois, c'est comme, finalement, je pensais que c'était ça qui se passait quand je faisais ça, mais en fait, c'est plutôt ce mécanisme-là
Donc, voilà pourquoi chez une certaine population, des fois, ça fonctionnait mieux, chez d'autres, ça fonctionnait moins bien. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis je crois que, justement, il y a de la place pour tout le monde pour faire progresser, oui, la science, oui, la pratique clinique, mais aussi que ce soit gagnant-gagnant, autant pour la population en général, autant que les problématiques de santé qu'on a, mais de gestion et bureaucratique que ça amène, tous les coûts que ça amène également, et l'épanouissement des praticiens aussi, tu sais. Euh, Ouais. on a parlé du volet génétique et Oui. comment, oui, ça influence, mais à quel point c'est pas une sentence à vie non plus où voici ce qui va t'arriver puis tu peux pas trop t'en sauver, quote unquote. Euh, C'est si on peut fascinant. élaborer peut-être un petit peu là-dessus, une petite Absolument. parenthèse de justement le fameux volet d'épigénétique et comment justement les habitudes de vie vont faire que certains gènes vont rester en dormance ou vont pas nécessairement s'exprimer et versus une lacune au niveau des différentes habitudes de vie va pouvoir faire que ça va s'exprimer peut-être plus rapidement versus certains autres, ça s'exprimera jamais. Moi, ce que je trouve la science de l'épigénétique fascinante. On a longtemps cru que la génétique, c'est un peu comme notre livre là, qui va déterminer notre vie. Mais en fait, maintenant, on sait, grâce à la science de l'épigénétique, que tu sais, c'est comme si la génétique, c'est ça, puis l'épigénétique, là, c'est un monde fascinant parce que, je l'explique souvent de cette façon-là, c'est un peu comme si la génétique, c'est la bibliothèque de livres qu'on peut lire dans notre vie, et l'épigénétique, c'est les livres qu'on va sélectionner, qui vont déterminer vraiment l'histoire de notre vie. Donc, on peut avoir une génétique pour développer certaines maladies, mais l'expression de ces gènes va être modulée par notre mode de vie. Alors, c'est pas une fatalité. Et tu sais, ça a même été prouvé que faire de l'exercice, exemple, pendant 20 minutes une fois, ça module notre expression génétique et ça Hmm. dure dans le temps. Donc, imaginez ce que tous les petits changements peuvent faire et la vie étant bien faite, quand on fait des bons changements pour la santé, ça module de façon positive notre expression génétique. Puis là, ben, on peut élaborer encore plus loin parce que ces changements épigénétiques-là peuvent même être transmissibles à la génération subséquente. Ça aussi, ça a été prouvé qu'une mère qui fait certains changements et qui module l'expression de ses gènes, l'enfant, son enfant qui n'aura pas vécu cet événement-là, là, va avoir une expression génétique similaire. Donc, je trouve ça beau parce que ça l'ouvre vraiment un éventail de possibilités à se dire, ben moi, si il y a une certaine expression génétique qui a fait que j'ai développé certaines maladies, ben avec mon mode de vie, je peux changer l'expression de ces gènes-là pour des gènes plus positifs, là, pour diminuer les maladies, puis même ça aura une répercussion sur les générations ultérieures s'il y a lieu. Alors, c'est fascinant. Donc, raison de plus pour se prendre soin parce que notre, notre génétique, c'est pas une fatalité, c'est des possibilités. Puis en fait, avec des bons choix, on peut choisir les meilleurs outcomes, là, les meilleures possibilités. Exactement, c'est un super bon point. Merci pour ces précisions-là aussi. Puis des fois, ça peut amener une certaine motivation additionnelle. Pour moi, c'en est une assurément. Pour les gens qui nous écoutent là-dessus. Puis pour parler, tu nous parlais aussi de la restriction thérapeutique en glucides. On a touché un petit peu sur le volet de la résistance à l'insuline. J'aimerais amener justement un petit peu qu'est-ce que tu entends par restriction thérapeutique en glucides? Des fois, les gens vont penser à l'alimentation cétogène, tu as mentionné tantôt et tout. Il y a souvent un peu l'image cliché là, du bacon puis Du tous beurre. les aliments transformés, céto et Ouais. compagnie. D'une façon clinique, qui est un des outils qui va jouer sur la résistance à l'insuline, il y a l'exercice, le sommeil, toutes les autres habitudes de vie dans Oui. différents degrés, là, Le soit dit en stress, ouais. passant, les gens qui nous écoutent, exactement le stress, qui en est un gros, la lumière, bref. Mais si on revient à l'alimentation, Ouais. la restriction thérapeutique en glucides, qui a été beaucoup étudiée aussi, puis qui est un super outil clinique, qu'est-ce que tu entends par là concrètement pour les gens qui nous écoutent à la maison? Alors, si on veut faire ça vraiment simple, la Mhm. restriction thérapeutique en glucides, c'est juste de couper les glucides. Point. C'est pas d'ajouter du gras, de tremper le gras dans le bacon, Ouais. d'avoir certains sucrants, de calculer avec des applications. Donc, restreindre ces glucides-là, c'est on coupe notre verre de jus le matin, là, déjà, on aurait fait une restriction en glucides. Puis là, si on veut aller sur l'aspect plus thérapeutique, ben
on a établi des standards là, de quantité de glucides par jour. Donc, mettons qu'on veut dire qu'on fait une restriction thérapeutique en glucides qui va être stricte, mais on restreint à 20 grammes de glucides par jour. Si on parle puis ce qui va souvent amener un état de cétose, et à ce moment-là, on va parler d'alimentation cétogène. Si on veut faire une restriction thérapeutique en glucides qui va être plus modérée, selon nos choix, nos préférences ou nos besoins, à ce moment-là, on peut viser à peu près 50 grammes de glucides par jour. Puis pour une restriction thérapeutique qui va être plus libérale, on va viser autour de 100 grammes de glucides par jour. Ceci dit, presque jamais en clinique, je vais faire calculer les grammes de glucides aux patients. Je vais enseigner c'est quoi des glucides, où est-ce qu'on les retrouve. Puis des fois, pendant une certaine période, parce que j'ai des patients plus cartésiens, ils vont calculer. Il y a des applications. On peut aller même juste voir les fiches nutritionnelles, calculer un peu nos glucides pour voir ça donne à peu près quoi. Mais grosso modo, ça n'a pas besoin d'être simple. C'est de couper les glucides évidents qui vont surtout se retrouver dans tout ce qui est jus, boissons sucrées, desserts, gâteaux, ça on les connaît bien, mais aussi les pains, les pâtes, les riz, pommes de terre, féculents. Dès qu'on va éliminer cette portion-là ou diminuer grandement dans notre alimentation, on va avoir des bénéfices, on va être en restriction thérapeutique en glucides. Fait qu'on peut le faire de façon très structurée si on le veut, mais on peut le faire aussi de façon assez lousse pour que ça soit simple puis que ça fitte avec quel genre de personne on est. Et donc, dans la restriction thérapeutique en glucides, on coupe les glucides, on n'augmente pas nécessairement les gras. On peut indirectement, si dans notre assiette, quand on mange, peu importe ce qu'on mange, il y a 3 macronutriments, des protéines, des glucides puis des lipides ou des gras. Donc, c'est sûr que si on coupe les glucides, ça se peut que dans notre assiette, il y ait un petit peu plus d'autres choses. Mais une restriction thérapeutique en glucides, c'est qu'on va avoir une quantité de protéines qui est modérée. On restreint les glucides, puis on ajoute ou on mange des gras pour atteindre une satiété. Donc, c'est pas une quantité de gras qu'il faut manger. C'est pas à volonté non plus. C'est ce qui a été un peu critiqué, là. Puis on avait bien peur des gras, là. Mais en fait, c'est des gras à satiété pour que notre assiette nous contente, pour qu'on en amène satiété, parce que les gras, c'est une source d'énergie. On s'assure évidemment que ce qu'il y a dans notre assiette, et ça, c'est ce que je prône, c'est pas des aliments transformés. Tu sais qu'un aliment transformé, soit végétarien, vegan, keto, peu importe, c'est un aliment transformé, c'est pas bon pour la santé, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais qu'on ait des aliments frais, des aliments vrais, des gras qui sont sains, donc des gras naturels, pas des gras transformés. Puis à ce moment-là, on a une belle assiette qui va être restreinte en glucides, puis qui va nous amener des bénéfices sur notre santé. J'aime ça. Je trouve que c'est une belle synthèse. Puis comme tu dis, puis ce que je remarque souvent aussi, c'est que c'est difficile pour les autres types d'aliments, mais les aliments souvent riches en glucides, c'est souvent des aliments qui peuvent être très hyper transformés. Fait que souvent, puis j'imagine que ça dépend de la sévérité d'une condition, puis c'est vraiment du cas par cas, comme dans toutes les discussions qu'on a par rapport à l'expérience clinique et aux situations, c'est du cas par cas, puis bon, faut en parler avec votre professionnel, mais j'imagine qu'avec la sévérité du cas, il va y avoir différentes approches, mais aussi j'imagine qu'avec la personnalité du patient, ce que je trouve, c'est qu'en termes d'alimentation, même un peu dans tout, mais il y a autant de personnalités qu'il y a de gens, fait qu'il y a des gens qui vont être comme beaucoup plus répondre à quelque chose de all-out drastique, puis d'autres gens, ça va justement les freiner, faire comme, OK, là, il faut que je tombe à tant de grammes de ci, de ça, versus, écoute, peut-être que ton jus d'orange le matin, puis couper les desserts ou, des petits changements relativement simples, mais qui vont durer dans le temps, vont des fois faire des beaucoup plus gros impacts en bout de ligne que, OK, essaye de couper tout ça, puis ça dure 3 semaines. Puis tu as dit 2 points importants, là, tu sais, parler à votre professionnel de la santé. J'aime le rappeler que, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont plein de problématiques de santé puis qui décident qu'ils coupent vraiment les glucides puis que vous prenez de la médication, faites-vous accompagner là, par un professionnel qui est compétent dans la matière. Mais aussi, c'est ça que c'est important de faire des choses qui nous ressemblent. Puis le but dans la vie, c'est pas d'être parfait. Là, j'aime bien la loi du 80-20 ou peu importe dans ces... C'est ce qu'on fait la majorité du temps qui est important, pas ce qu'on fait de temps en temps. Tu sais, si c'est un anniversaire ou, tu sais, là, faut pas tout se bloquer puis refuser tout. C'est vrai qu'il y a des gens, tu sais, puis comme tu le dis si bien, tout le monde est différent, puis il y en a qui peuvent pas se permettre certains écarts dans certaines affaires, puis que s'ils mangent, tu sais, il y a des troubles de dépendance alimentaire où les gens vont manger un peu de sucre, ça va en amener beaucoup, là, tu sais, ça, faut apprendre à se connaître puis savoir comme
comment qu'on réagit, mais de façon générale, on peut tout, tu sais, on peut s'autoriser des petites choses de temps en temps, puis pas tomber vers une espèce d'orthorexie où, tu sais, il faut comme tout calculer, tout ça, puis que la vie, c'est faite pour être le fun aussi, tout en se connaissant dans nos limitations personnelles, puis dans nos préférences. Mais l'autre chose, des fois, que je vais expliquer, c'est sûr que si quelqu'un est diabétique depuis 20 ans, que son problématique de santé, c'est développé sur plusieurs années, puis que là, ça fait longtemps que le corps est étiré dans son élastique, là, ça se peut que ça prenne soit un peu plus de temps ou des efforts un peu plus restrictifs. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois, des gens, ils vont dire, ouais, mais tu sais, moi, ça marche pas si je coupe juste un petit peu mon jus, puis ben, c'est sûr, là, tu sais, il faut ramener, puis des fois, on va se ramener vers ce qui va être une diète un peu plus restreinte, plus proche là, du 20 grammes de glucides pour une certaine période, puis après ça, de trouver c'est quoi l'équilibre pour cette personne-là. Fait que, tu sais, oui, tout ce qu'on va couper de glucides quand on a une résistance à l'insuline ou de la maladie métabolique, ça va nous aider. Puis chez certaines personnes, effectivement, il va falloir être plus restrictif, des fois pour une période, des fois pour longtemps, des fois après ça, on va pouvoir se permettre, tu sais, quand le corps retrouve ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, c'est-à-dire la capacité d'utiliser le gras et le sucre comme source d'énergie, puis d'avoir un bon métabolisme, il va être capable de tolérer un peu plus certains excès. Mais c'est vraiment dépendant d'une personne à l'autre, mais tout en se rappelant que tous les petits efforts qu'on fait, c'est bon, puis c'est positif, puis on s'en va vers la bonne direction. Puis j'en ai des patients que, un moment donné, je leur donne certaines ressources, puis le lendemain, c'est fini, c'est fait pour un bout, tout est changé. Ben, c'est un type de personnalité, là, mais ça, c'est pas, tu sais, les gens qui vont vraiment cold turkey, là, puis qui font ça comme ça, c'est pas la majorité des gens. Beaucoup de gens aiment faire de l'essai-erreur, puis quand il y a de l'erreur, ça veut juste dire qu'on essaie, hein, fait qu'on continue, puis on s'améliore, puis tu sais, comme la santé est un chemin, ben sur notre chemin, c'est qu'on fait tout le temps des petites améliorations pour notre santé. Puis ce qui est le fun, moi, comme je disais tantôt, je peux demander des prises de sang. Ben des fois, j'aime ça, là, demander un bilan de contrôle pour dire, regardez, là, tout ça va mieux, même si vous le sentez pas dans vos vêtements tout de suite. Ben votre corps, il répond, là. Fait que il y a tout le temps, il y a ça m'est pas arrivé. J'essaie de voir, tu sais, j'aime jamais dire jamais, là, mais ça m'est pas arrivé vraiment souvent ou pas du tout, là, d'avoir des patients qui font des changements quand même, tu sais, perceptibles, là, puis que je vois pas d'amélioration nulle part, là, tu sais, fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Exact. Puis des fois, on le sent pas, mais faut être aussi, il y a nos paramètres sanguins, il y a notre corps physique, mais il y a aussi comment on se sent dans notre tête, puis comment on est fier de nous. Puis ça aussi, c'est important de le quantifier, de le mesurer dans nos changements. J'aime ça, ça me rejoint tellement dans ma façon de voir les choses en clinique. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien Ouais. également. Je crois qu'on tu sais, on a parlé de beaucoup de choses, on a synthétisé beaucoup de concepts également. En conclusion, si tu avais justement une chose pour les auditeurs là, à retenir de notre discussion sur une panoplie de sujets, s'il y avait la chose à retenir là, de notre discussion d'aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, je dirais que la santé, c'est ultra précieux. En fait, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis que la personne qui peut faire la plus grande différence dans votre santé, c'est vous. Puis il Mhm. faut jamais arrêter tu sais, il faut jamais abdiquer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis il y a plein de monde autour de vous qui sont là pour vous accompagner là-dedans. C'est super bien dit, puis tu l'as dit tantôt, c'est un chemin, et le chemin, des fois, va changer dépendamment des saisons de vie et tout, mais tant qu'on est sur le chemin, on est sur la bonne voie. Écoute, Exactement. merci infiniment, Catherine, d'avoir été avec moi. Merci pour ton temps. On a débordé un petit peu, Ça mais fait plaisir. c'était vraiment trop passionnant, puis je voulais vraiment qu'on touche à tous ces sujets-là là, pendant qu'on est ensemble dans cette discussion-là. Donc, merci infiniment, puis j'ai vraiment hâte de te voir en chair et en os et qu'on puisse Pareillement. discuter encore. Toujours plaisant là, de te côtoyer. Puis écoute, passe une super belle journée et à bientôt. Merci à toi. Merci pour Yes. l'invitation. Merci pour ce que tu Merci. fais. Puis bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup.